vinculación con Nicolás para que podamos ahora tener esta charla con él por primera vez acá en Argentina. Y les quería explicar un poco cómo va a ser la modalidad. Ahora se la voy a explicar en francés a Nicolás. Igual Joubert, yo creo que vos ya le estuviste diciendo algo, ¿no? Lo que vamos a hacer es, como para no interrumpirlo, Joubert le va a hacer algunas consultas, también Juan Giacalone y Ramiro Bashiro, y después vamos a dejar las preguntas para la última media hora. La charla va a durar 1 hora 30. Las preguntas les pedimos por favor que las hagan por chat, y tenemos un intérprete. ¿Estás por ahí, Tomás? Hay tanta gente que no podemos ver a todos. Bonsoir, Monsieur Joly, bueno, enchanté. Bonsoir. Tomás es nuestro intérprete, así que él lo que va a hacer en la última media hora le va a traducir las preguntas que ustedes les hagan a Nicolás, ¿sí? Tratemos de organizarnos así en forma ordenada porque somos muchos, y la idea es aprovechar todos los conocimientos que nos pueda dar Nicolás, ¿sí? Así que bueno, siendo las 15 horas vamos a comenzar con la charla. Nicolás, je vais faire la présentation pour tout, oui? Oui. Tu écouté? Oui, parfait. OK. Bon, bonjour, Nicolas, bonjour toutes les personnes qui sont dans le séminaire. Nous sommes... Excusez-moi? Très bien. Très bien? Ah, bueno, OK. Je n'ai pas parlé de Monsanto. Ah, bravo. Bueno. Bueno, pour nous, c'est un honneur, oui. Et nous sommes plus intéressants en écouter votre expérience avec les biodynamiques. Oui. S'il vous plaît, Joubert, vous commencez avec le séminaire. Ok. Bueno, ante todo agradecerles a todos los asistentes y bueno, ya saben la dinámica y bueno, merci beaucoup Nicolas, notre fois, on est vraiment enchanté d'être avec vous et je suis content de que vous allez pouvoir démontrer un peu ce que vous pensez sur la biodynamie. Et j'aimerais bien commencer que vous nous parlez sur la coulée des serrans, un peu l'histoire et comment ça s'est fait connu dans le monde, ces domaines-là. Alors, la coulée moi, je suis revenu sur la coulée de Serran en 1976. C'est un vignoble qui a presque 900 ans et qui a été planté par des cisterciens, les moines cisterciens. Je te laisse traduire. Hein. Claro, Nicolás nos dice que él llegó al viñedo en 1976 y que es un viñedo que fue plantado por los monjes cistercienses más o menos por el siglo XII. Voilà. Alors, quand on arrive sur un vignoble qui a un passé, c'est très important de se lier à ce passé sans en être prisonnier et de voir comment on peut le faire évoluer. Et c'est là où la biodynamie m'a beaucoup aidé. Cuando uno llega a un viñedo es importante buscar el arraigo histórico y el conocimiento de la historia de un viñedo. Y es esto que hace de que Nicolás se vea de alguna manera cercano a la biodinamia. Voilà. Alors, la biodynamie est toujours pas très bien comprise et elle est pourtant, dans son concept, facile à exprimer. On va dire une première chose, la vie, ce qu'on appelle la vie, la croissance des plantes. La vie n'appartient pas à la terre. La terre reçoit la vie parce qu'elle est un membre du système solaire. Et la biodynamie, la vie arrive sur Terre par donc des fréquences et des longueurs d'onde. Et la biodynamie consiste simplement à créer le terrain, on pourra voir comment après, où ces forces vont être bien reçues.
La biodinámica no es fácil no es fácil de comprender, pero sí, de alguna manera, perdón, no es fácil de comprender, pero sí se puede explicar. Y él nos dice que existen ondas, frecuencias que vienen del cielo hacia la tierra y que de alguna forma encuentran una especie de ecosistema o de unión, de assemblage. Voilà. Alors, le point important, hein, l'introduction de base, ce qu'on appelle la vie n'appartient pas à la Terre. La Terre reçoit la vie parce qu'elle est un membre du système solaire. La biodynamie va se concentrer sur cette réception. La vida no pertenece a la Tierra. La vida viene del sistema solar y se nutre y nutre la Tierra. Voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce que fait la biodynamie? Alors, on ne va pas l'expliquer en détail, il faudrait beaucoup de temps. La biodynamie est finalement, bio veut dire la vie, dynamie veut dire dynamiser la vie. Alors, comment est-ce qu'on peut dynamiser la vie? Tu traduis, je continue après. Hein. Oui, mais j'aimerais bien, avant de parler de la biodynamie, Nicolas, j'aimerais bien continuer un peu sur le domaine. Oui, sur la coulée. Alors, on va revenir à la biodynamie. Okay. Ça sera la fin intéressant. Oui. Ok. Alors, la coulée, comme j'ai dit, elle a 900 ans. Tu as des très vieilles vignes. C'est du chenin. Quelles sont les règles que j'ai imposées sur la coulée? Okay. Bueno, la coulée es 100% Chenin Blanc y Nicolás Joly nos va a contar en ese momento cuáles son las reglas que él impone para poder desarrollar el viñedo. Voilà. Plusieurs règles. La première, il faut que le lieu passe dans la bouteille. Ok. Bon. La primera regla es que el viñedo se exprese en la botella. O sea, que el vino nos cuente justamente características del lugar. Voilà. Comment faire? Alors, les règles que j'ai imposées. Ne jamais planter de clone. Le clone, c'est un cep de vigne multiplié en dizaines de millions. Ça, c'est l'incompréhension que dans chaque espèce de vigne, ici c'est le chenin, il y a peut-être 300 comportements différents. Il y a des fleurs précoces, des fleurs tardives, des résistances aux maladies, des liens à la lumière ou à la chaleur qui sont différents. Donc, première règle, on démarre des bois qui sont récoltés ici, et avec ces bois, peut-être 100 ou 200, on en fait 1000 ou 2000 quand on replante. Donc c'est toujours le chenin du lieu qui crée la vigne qu'on va replanter après. Okay. ¿Cómo es que él hace esta situación? Él lo que hace es jamás planta clones, porque los clones, según Nicolás, lo único que hacen es reproducir una cierta característica. Él lo que hace es planta sarmientos de su mismo viñedo y trata de que el sarmiento vaya reaccionando con el tiempo y otorgándonos y adaptándose al viñedo y otorgándonos obviamente después esa expresión del viñedo, que es lo que Nicolás quiere poner dentro de la botella. Voilà. Deuxième règle, respecter la vie. Ça, c'est biologique. Et accentuer la vie, ça, c'est biodynamique. Le but est très important. Le but, ne jamais agir au cellier. Il faut beaucoup de réflexion pour permettre au cellier d'être une maternité et pas un hôpital. Okay. La segunda regla es el respeto a la vida. La biodinamia hace eso, respetar la vida. Y hay que reflexionar para poder comprender el viñedo y no hacerlo solamente por inercia. La idea es empezar a conocer y reaccionar de acuerdo al comportamiento del viñedo. Y repito, no por inercia o no por una receta
que está numéricamente controlada. Voilà. Donc, quand la vendange va arriver au cellier, on ne fera rien. Si, je vais expliquer les règles après, si on a détruit le lien du lieu au système qui lui donne vie, à ce moment-là, au cellier, il faudra tout contrôler. Réguler la température, relevurer, s'assurer que les fermentations font en 3 semaines. Pour moi, tout ça, ça ne doit pas être s'il y a une compréhension profonde des lois de la vie dans le vignoble. Hubo una interferencia. Si las uvas vienen sanas al viñedo, perdón, a la bodega, en la bodega Nicolás no tiene nada que hacer. Lo único, guiar que estas uvas se conviertan en vino. Si es que uno ha maltratado el viñedo y ha utilizado otros tipos de productos, obviamente tienes una uva de mala calidad y una uva que tiene componentes que no van a expresar el lugar. Y ahí es donde tienes que ayudar a la uva a convertirse en vino, pero utilizando temperaturas, utilizando productos químicos. Es muy importante de que eso no pase. Y lo que Nicolás hace generalmente es esto, ¿no? Tener una uva totalmente sana que traiga toda la expresión del lugar donde está plantada para luego, obviamente, expresarla en su vino. Voilà. Alors, première règle. Bien entendu, ne jamais utiliser un désherbant. Mais il faut comprendre ce que fait un désherbant. Un désherbant tue les micro-organismes du sol. Et sans micro-organismes, ça s'appelle scientifiquement la mycorhize, sans micro-organismes, une racine ne peut pas se nourrir. Moi, j'ai besoin de mes mains pour me nourrir. Si j'ai plein de bonne nourriture ici et que je n'ai pas mes mains, je ne pourrai pas me nourrir. Avec un désherbant, en tuant les micro-organismes, on interdit aux racines de se nourrir du sol. Donc, bien entendu, jamais de désherbant. Okay. Él no utiliza jamás herbicidas porque los herbicidas, los herbicidas matan a los microorganismos que están en el suelo. Y si no existen los microorganismos en el suelo, las raíces no pueden alimentarse. Solas no pueden, necesitan movimiento debajo de la tierra. Es como él pone en ejemplo de que él, teniendo en la mesa muchos platos de comida, si no tuviera las manos, no podría alimentarse. Voilà. Nada de herbicidas y pesticidas. Si on utilise un désherbant, on est obligé d'utiliser des engrais chimiques qui vont remplacer la croissance que donne le sol. Et ces engrais chimiques augmentent, ce sont des sels. Et quand on prend un sel, on a soif. La croissance des engrais chimiques passe par des sels. Et donc, ça amène trop d'eau dans la plante. Et donc, la plante est beaucoup plus sujette, la vigne est beaucoup plus sujette aux maladies. Donc, il ne faut surtout jamais utiliser d'engrais chimiques sur le sol ou foliaire. Okay. Normalmente, cuando se usan pesticidas o herbicidas, necesitas también utilizar productos químicos, obviamente para matar, para matar las hierbas. Entonces, estos productos químicos, él dice que contienen mucha sal y obviamente hacen que la vid tenga mucha sed, ¿no? C'est des engrais chimiques, hein? Claro. C'est pas juste des produits chimiques, c'est des engrais chimiques. Ingredientes químicos, ¿no? Engrais, si tu sais, facteur de croissance, fertilizer en anglais. Ok, perfecto. Entonces, esto hace que la vid de alguna manera tenga mucha sed y necesite más agua y al mismo tiempo necesite más productos para poder de alguna manera seguir reaccionando. Entonces, eso de allí lo que hace justamente le quita la naturalidad a la planta y diríamos que se vuelve adicta a estos productos o a estos ingredientes que al final
suelen pasar en el vino de alguna otra forma. Voilà. Donc, on va voir après la biodynamie. Ça, c'est l'agriculture biologique. La biologique, tu respectes la vie du sol. Tu n'utilises pas de désherbants, tu n'utilises pas d'engrais chimiques. Après, il y a un peu de maladies, plus ou moins, très peu depuis 2-3 ans. Après, qu'est-ce que tu fais? On utilise le cuivre et le soufre. Ce ne sont pas des ennemis, c'est l'industrie phytosanitaire qui dit que ce sont des ennemis. Le cuivre et le soufre, on pourra en parler s'il y a des questions plus en détail, sont très positifs pour la vigne. D'ailleurs, les Espagnols viennent d'enregistrer un engrais à base de cuivre. Okay. Bueno, como él no utiliza productos químicos, lo que utiliza es el cobre y el azufre en cantidades mesuradas, que siempre es positivo y se utiliza mucho en viñedos orgánicos y también en los que trabajan en la biodinamia. Entonces, él habla un poco de que, si bien es cierto, dicen que es negativo, pero es básicamente porque las grandes empresas no les conviene que la gente deje de utilizar productos químicos, entonces ponen negativo estos compuestos como el cobre y el azufre, que son naturales, obviamente siempre en cantidades mesuradas. En España, cuenta Nicolás, que acaban de legalizar el cobre en cierta cantidad para el uso en la agricultura del vino. Voilà. Oui, le cuivre, c'est un engrais, hein, c'est très intéressant. Il y a un engrais à base de cuivre qui vient d'être enregistré. Ça montre vraiment qu'il est positif. Dernière question. En agriculture conventionnelle, les gens utilisent des systémiques. C'est des molécules de synthèse très pratiques qui vont entrer dans la sève et qui vont interdire toutes les maladies. Mais il faut comprendre une chose très importante. Qu'est-ce que c'est qu'une appellation contrôlée? Je te laisse traduire ça et je vais continuer après. Qu'est-ce que c'est qu'une appellation contrôlée? La idea lo que dice Nicolás es que es importante que las pequeñas partículas moleculares ingresen en la raíz de la planta. Y ahora él quiere preguntar, en general, ¿qué es lo que pensamos sobre la apelación de origen controlada? L'appellation contrôlée, c'est une création extraordinaire où on a garanti que la géologie du sol et la climatologie du lieu, les deux là, donnaient à la vigne un goût tout à fait particulier et on le protégeait sur toute la planète, c'est-à-dire que tu sois au Chili, que tu sois au Canada, tu pouvais goûter l'originalité d'un goût de lieu. C'est un concept magnifique. Il en reste très peu de choses aujourd'hui, même si le nom de l'appellation est encore utilisé. La denominación de origen controlada es un concepto magnífico que encierra el concepto de geología y climatología, donde le permite a cualquier persona que trabaja con estos parámetros bien logrados expresar un lugar específico, sea en Francia, en Chile, en cualquier país del mundo. Voilà. Ce que je viens d'expliquer, c'est qu'en mettant les désherbants qui tuent le lien des racines au sol et en mettant les systémiques qui empoisonnent la sève, on a complètement cassé le lien de la vigne à l'appellation contrôlée. C'est très important de comprendre ça. Es importante comprender que si utilizamos estos productos químicos y de alguna manera intervenimos, matamos la tierra, matamos los microorganismos y el entorno, va a ser imposible poder expresar una AOC original en una botella. Voilà. Donc, ça, c'est la base qu'il faut comprendre pour comprendre pourquoi l'agriculture biologique et biodynamique s'est développée. Hein. Donc, quand on a tué le lien au sol,
quand on a affaibli par les systémiques, les produits de traitement systémique qui vont dans la sève, le lien au climat, le vin est neutre. Et on a permis sur toute la planète, toute la planète Terre, l'utilisation de plus de 320 levures aromatiques qui donnent des goûts de fruits rouges, de poivre vert, de cassis, de tout ce que tu veux, de bananes pour le Beaujolais, etc. On a permis de mettre des levures qui donnent un goût particulier et qui sont totalement étrangères au goût de l'appellation. Donc, tous les gens qui nous écoutent doivent comprendre qu'il y a deux sortes de bons vins. Le bon vin où c'est seulement le lieu qui s'exprime et le bon vin où c'est la technologie qui a fabriqué un goût flatteur. Très important ça. Ok, empiezo por aquí. Existen dos tipos de vinos. Uno, que es el vino que hace Nicolás, que es el que expresa el lugar de donde viene, y el otro es el que se hace de manera convencional, donde se ha utilizado todos estos productos que de alguna manera afectan y hacen un vino homogéneo y siempre parecido. Nicolás al inicio nos hablaba un poco del respeto por la denominación de origen, que incluso se ha perdido porque ya no se hace, ya no se obliga a los productores a trabajar 100% de la manera más natural posible. Nicolás dice de que utilizando productos herbicidas, pesticidas, lo que hacen nuevamente es matar la tierra y al mismo tiempo matan los microorganismos, en este caso las levaduras que deberían estar sobre el racimo, sobre las hojas, y luego al llevar esto a la bodega, estos productos químicos también en la bodega, matan estos microorganismos que al final deberían ser los que inicien el proceso de fermentación de manera natural para poder tener la expresión del lugar. Sin levaduras naturales no habría expresión del lugar. Él habla también de los 300 y picos sabores que se le agrega el vino en la enología y hace obviamente que estos sabores se homogenicen en los vinos y no se sienta la expresión del lugar, que al final es el objetivo de un viñatero con conciencia y pasión. Voilà. La première règle quand on goûte un vin est de se dire, est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'il y a un lieu qui parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'exprime dans cette bouteille? Ou est-ce qu'il y a un bon goût qui est fait avec du fruit rouge pour les Américains, avec des goûts fumés pour la Chine? Mais c'est des bons vins. Mais ce sont deux mondes très différents. C'est important que les amateurs de vin puissent comprendre ça. Ok, nos habla un poco de que cuando uno prueba un vino debe sentir la emoción, el lugar, la expresión pura de la uva. Nos habla de un vino que realmente te haga sentir, que te transporte, que te deje leer el lugar de donde viene. Y cuando habla de un vino convencional, él nos dice que realmente generalmente se hacen los vinos para un gusto específico, con sabores específicos para un tipo de país específico, y no es un vino que necesariamente te exprese. Ojo, no está en contra de eso, son vinos convencionales que están hechos para un cierto mercado, pero si queremos hablar de un vino que te exprese el lugar, necesitamos trabajar como trabaja él. Voilà. Bon, donc, quand on comprend ça, on comprend que dans les années 90, beaucoup de viticulteurs ont dit on va revenir à la pure expression du lieu. Ça s'appelle l'agriculture biologique. La question complémentaire, quelle différence il y a entre l'agriculture biologique et l'agriculture biodynamique? C'est une question qui n'est pas toujours bien comprise. Ok. En el año 90 hay un grupo muy grande de viñateros en el mundo que comienza a volver a la agricultura bio o orgánica, digámoslo así. En español es orgánica. Entonces, si bien es cierto, hay muchos que han vuelto, pero todavía no comprenden bien
la diferencia entre hacer orgánico y hacer biodinámico. Voilà. En agriculture biodynamie, on utilise des préparations qui ont été créées par Rudolf Steiner et qui depuis ont d'ailleurs un peu évolué, qui permettent un lien avec chaque composant du système solaire. On a une préparation où c'est une planète qui va plus s'exprimer, Vénus en l'occurrence, une planète qui va être plutôt l'expression de Mercure, une planète qui va être l'expression de Jupiter, de Mars, etc. Et deux préparations pour le lien au Soleil. Quand on fait ça, on retrouve, quand c'est bien fait, il faudrait en parler 2 heures, on retrouve les forces de vie qu'on avait il y a 50 ans ou 60 ans, et la vigne se comporte différemment. Okay. La biodinamia se basa en preparaciones que fueron creadas por Rudolf Steiner, que es el pionero, digámoslo así, de la biodinamia. Y estas preparaciones lo que hacen es un poco afianzar la amistad entre el sistema solar, ¿no?, con la Tierra. Exacto. Y de esta forma, la vid de alguna manera empieza a sentirse más segura y puede de alguna manera sentirse más fuerte también para poder luego trabajar bien y justamente crear esta expresión que necesita el vino desde la uva. Voilà. Je vais le dire d'une manière un peu plus imagée pour la nouvelle génération qui est souvent avec un téléphone portable. Ça paraît normal que j'appelle par exemple quelqu'un au Chili et que j'entende sa voix en un tiers de seconde. Comment ça marche? Il y a une onde qui s'appelle les gigahertz qui prennent la voix de cette personne et qui l'amènent à mon oreille en un tiers de seconde. La vie arrive sur Terre de cette manière. Donc on peut considérer que chaque préparation en biodynamie est comme un numéro de téléphone portable pour chaque membre du système solaire. Et au bout de 2-3 ans, tu as créé une atmosphère où les maladies sont beaucoup moins fortes et où l'expression du lieu est très accentuée, et donc où tu peux te permettre de ne rien faire au cellier. Ok, él hace una comparación, ¿no? Como en este momento yo agarro mi teléfono celular y llamo a Francia y en cuestión de segundos, en base a las ondas, se escucha mi voz. Y él lo que dice es con estas preparaciones, de alguna manera incita o estimula para que las ondas magnéticas desde el sistema solar lleguen a la Tierra y lleguen a la Tierra, especialmente a las vides que están trabajando con este compuesto, y las fortalezcan y hagan de alguna manera que sean, como dijimos hace un rato, mucho más duras, más fuertes y tengan la posibilidad de luchar naturalmente con ciertos males que podrían afectarlo. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que si la biodynamie est comprise en profondeur, elle est presque gratuite, parce que la vie, elle est gratuite. Mais il y a beaucoup de détails, peut-être qu'on va passer du temps après avec des questions pour savoir ce qu'il faut faire sur un lieu, en plus des préparations en biodynamie, pour que la vigne attrape toutes ces subtilités. Luego seguramente van a hacer muchas preguntas donde él va a poder explayarse un poco más y hablarnos un poco de cómo es que las vides de alguna manera necesitan de esta ayuda a biodinamia, y bueno, luego las va a explicar. Voilà, Nicolás, avant de continuer, je sais que c'est facile faire le vin si on a des raisins sains. C'est plutôt facile. Mais tu peux nous expliquer comment est-ce que tu fais tes vins? Alors, mais je ne fais rien. Ce que j'essaie de dire depuis 25 minutes ou depuis 20 minutes, oui, je sais. Quand on a pressé le raisin,
on le met dans les barriques et tu peux partir en vacances. Et tu reviens 6 mois après ou 7 mois après et le vin est prêt. Mais ça n'est possible que si tu as fait beaucoup de choses avant. Traduit, je vais continuer après. Ok, dice que, bueno, le pregunté que no hace nada, cómo hace su vino y me dice que no hace nada, porque lo único que hace es cuando tiene las uvas sanas, después de haberlas trabajado de manera bio, las lleva a la bodega, las prensa, las pone en barrica y después se va de vacaciones 6 meses y regresa y embotella el vino. Mais, si on fait ça sur un lieu où il n'y a pas eu une biodynamie bien faite, c'est une catastrophe. Alors, je te donne l'explication suivante. Tu vas sur un vignoble au tout début du printemps. Il n'y a rien qu'un minuscule bourgeon. Tu reviens 6 mois après, il y a des branches, il y a des feuilles, il y a du raisin. Donc, il y a plusieurs tonnes de matière qui n'existaient pas, qui sont apparues en 6 mois. Ce qu'il faut bien comprendre, si tu enlèves l'eau de ces plusieurs tonnes de matière, ça s'appelle scientifiquement la matière sèche. 94% de la matière sèche, c'est la photosynthèse. Le sol, c'est 6%. Et la photosynthèse, c'est la conversion d'énergie en matière. Quand l'énergie est bien convertie en matière, après ta vendange, pars en vacances. Mais si la conversion d'énergie en matière n'est pas bien faite, après les vendanges, reste dans ton cellier. Es importante tener en cuenta de que más bueno, él hablaba un poco, si vamos al viñedo en primavera, vamos a tener el pequeño inicio, el desborre de la planta, y en ese momento, o sea, en poco tiempo se va a convertir en racimo. Es en ese momento que la fotosíntesis, que viene de la energía del sistema solar, toca y empieza a hacer que este pequeño desborre empiece a crecer y convertirse en un racimo final. Él dice de que más del 80% de ese desarrollo de la vid pertenece o viene del sistema solar. Y solamente el restante, ese porcentaje pequeño, tiene que ver con la tierra. Entonces, si uno 6% le sol, hein? Le sol 6%, la photosynthèse 94%. Okay. 94% la fotosíntesis y 6% la tierra. Él dice de que si se trabajó bien antes, él va a poder irse de vacaciones y dejar, obviamente, la uva hacer su proceso de fermentación tal cual solo, porque al final es una uva que está súper bien nutrida, bien protegida y no necesita del ser humano para seguir haciendo el proceso. Sin embargo, si no trabajaste bien y mataste el suelo, usaste pesticidas, herbicidas, etc., obviamente vas a tener que quedarte en tu viñedo, a hacer remontajes, a controlar la temperatura, a hacer ciertas acciones que definitivamente van a ayudar a que el proceso termine bien. Voilà, Nicolas. Alors, les questions qui sont importantes, c'est qu'est-ce qu'il faut faire de l'automne jusqu'à la vendange? Il y a tout un an, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Je donne des exemples. Apporter le monde animal sur les vignes. Si à l'hiver, tu fais passer des moutons sur tes vignes, si tu as autour de tes vignes d'autres animaux, des chèvres, des vaches, des chevaux, le monde animal est un règne au-dessus du monde végétal. C'est un règne supérieur pour le monde végétal. Et ça, c'est une aide extraordinaire pour la vigne. Il va falloir trouver quels animaux, à quel moment. Ce n'est pas juste le fumier de l'animal, c'est aussi la présence de l'animal. Donc, apporter le monde animal sur des vignes est une aide énorme pour la photosynthèse.
Ok, él dice que desde el otoño hasta la vendimia pasa mucho tiempo. Uno de los factores importantes nos dice que hay que darle presencia animal al viñedo. ¿Por qué? Porque el animal, o sea, caballos, vacas, cabras, de alguna manera es un reino superior al reino vegetal. Y es importante de que no solamente usemos el estiércol de estos animales para ayudar un poco al cultivo de la vid, sino también que la presencia de ellos de alguna manera atrae cierta energía que definitivamente ayuda a la planta. Voilà. Alors, je donne un exemple. Tu prends 4 hectares de vignes en biodynamie bien faite. Sur 1 hectare, tu mets du fumier de vache. Sur 1 hectare, tu mets du fumier de chèvre. Sur 1 hectare, tu mets du fumier de cheval. Sur 1 hectare, tu mets du fumier de cochon. Si tu vinifies séparément, tu auras 80 différents. Él hace un comparativo, dice que si tú tienes 4 hectáreas de viñedo y la divides en 4 sectores de 1 hectárea cada una, y en una pones estiércol de caballo, en otra estiércol de vaca, en otra estiércol de otro animal, y así sucesivamente, tú vas al final a obtener un vino realmente diferente, a pesar de ser la misma uva, tener el mismo suelo, el mismo clima, etc. Voilà. Il faudra comprendre pourquoi. Si on veut aller loin dans l'agriculture et loin dans l'énologie, là on parle vite, mais il faut comprendre pourquoi ces 80 seront différents en goût. Et là, je peux vous donner un exemple. Je faisais un cours au Japon il y a 20 ans, dans les montagnes. Et le cours de biodynamie, c'est toujours au moins 8 heures. Et là, il y avait un producteur de saké, le saké est fait avec le riz, qui avait toujours sa médaille d'or. Et je montre des photos de 4 animaux types qui ont 4 résultats différents sur les vignes. Et il m'a dit, là, j'ai compris pourquoi j'ai toujours la médaille d'or pour mon saké. Et la raison, c'était que son grand-père lui avait dit, après la récolte de riz, amène un troupeau de canards. Qu'est-ce que c'est que le canard? Le canard, c'est un oiseau et c'est un oiseau d'eau. Donc, c'est un lien, l'oiseau est un lien à la chaleur, ce qu'il faut pour la fructification, mais lié à l'eau. En apportant canards ou les oies, là c'était des canards, on a donné au riz la possibilité de totalement se lier à sa force archétypale. Et là, tu n'as plus besoin derrière de technologie. C'est très important de comprendre cet exemple. Ok. Nos habla de que Nicolás estuvo en una conferencia en Japón y allí él habló un poco de esta diferencia del estiércol en sus viñedos, de 4 diferentes estiércol en diferentes lugares de su viñedo, y había una diferencia en sus vinos. Y bueno, se encontró un productor de sake que le dijo que con esa explicación él comprende por qué su sake era de calidad y también tenía ciertas diferencias. Era porque de alguna manera su padre en algún momento le dijo que utilice el estiércol, o sea, el popó de las aves. Y definitivamente las aves es un animal que de alguna manera tiene cierta libertad, cierta energía, que después de la cosecha de arroz, revitalizaba los terrenos donde se plantaban el arroz para la próxima cosecha. C'est-à-dire que par la présence du canard sur le lieu où on plante le riz peut trouver la manière de totalement s'exprimer. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Claro. Por la presencia de las aves también, el arroz de alguna manera ha podido expandirse o crecer, ¿no? O sea, es como que se va al cielo, algo así, ¿no? Es importante para él. Nicolás, j'aimerais bien demander a Juan y Ramiro. Juan y Ramiro son dos modeladores conmigo. Por favor, ¿tienen alguna pregunta? Juan, de repente, primero. Bueno, muchas gracias.
Hay unas preguntas muy interesantes en el chat, y la verdad que... pero esa la desarrollamos al final. Perfecto, Ahora hasta ahora va perfecto, la verdad que fundamentalmente nos sentimos muy honrados de tener a Messi Jolie en la sala, porque la verdad que estamos todos callados y eso no es poca cosa. Le digo que no se quedan callados muchos, así que muchas gracias. Y va muy bien, creo que es, a mí me sorprende mucho lo que está contando el manejo del estiércol. La verdad que si bien leemos biodinamia y leemos la producción de Nicolás, pero realmente en el detalle con lo que está explicando, creo que todos estamos sorprendidos de cómo cosas que son tan pequeñitas como el uso de utilizar el guano de un animal o de otro puede interferir tanto en el sabor y en el aroma y en las características del producto final. Me parece que es increíble, estoy así como que me cuesta entenderlo, pero que lo acepto porque me imagino que desde su práctica lo ha podido comprobar. Y básicamente la pregunta sería, Joubert, si él llegó al viñedo, que es un viñedo muy, muy antiguo, tiene apelación, la culé, o sea, propia, y a partir del 76, ¿cómo fue la aplicación de estas técnicas y cuáles fueron las pruebas y errores? Porque me imagino que habrá intentado utilizar algunos sistemas que luego fue dejando de lado para acercarse demasiado a la biodinamia y encontrar estos resultados en estos varios años que lleva trabajando. ¿Entendiste más o menos o te resumo un poquito? ¿Cómo ha sido esa experiencia de pruebas y errores y sobre todo donde el uso extendido de productos de síntesis química son mucho más sencillos a la hora de trabajar un viñedo? ¿Cómo ha sido su experiencia? El haberse despojado de esas técnicas que son más simples para encontrar justamente la verdadera energía del universo y en el vino, claramente. Nicolás, j'ai très peu compris ce qu'il a dit. Je parle un peu l'espagnol, mais très peu. Okay. Alors, vas-y, dis-moi. ¿Lo habían compris? Non, j'ai pas compris beaucoup. Dis-moi. Ok, bon. Il est vraiment content d'être là. Tous sont en train de t'entendre parce qu'ils sont étonnés de comprendre ce que tu dis et ils demandent comment est-ce que ça, au début, que tout est arrivé à la coulée de Serran, comment s'est passé? Comment est-ce que tu as fait? Comment tu as commencé à travailler? C'était difficile. Mais tu sais, je crois beaucoup au destin. Je suis arrivé avec la formation américaine. Hein. Je suis arrivé, la formation américaine. Et j'ai commencé à amener les désherbants, moi. C'est moi qui ai amené les désherbants 2 ans sur le vignoble. Il n'y en avait jamais avant. Hein. Bon. Et puis j'ai vu que je tuais le sol, que le sol changeait de couleur. Et j'ai vu que les animaux, les perdrix, les coccinelles s'en allaient. Et ça m'a posé une question. Okay. Et après, vas-y, traduis ça, hein, si tu veux. Él llegó al viñedo y empezó a utilizar productos químicos convencionalmente para trabajar el viñedo y se empezó a dar cuenta que el color del suelo empezó a cambiar y que de alguna manera los animales que estaban allí, los animales, se empezaron a ir, empezaron a desaparecer. Y ahí él se hace la pregunta, ¿qué está pasando? Voilà, continue. Et alors, à ce moment-là, quelqu'un m'a donné un livre de biodynamie, ça ne m'a pas beaucoup intéressé, et j'ai quand même lu, et je me suis dit, là, je ne savais pas qui était M. Steiner, je croyais qu'il était mort inconnu, hein, et j'ai commencé à faire les préparations. La première chose que j'ai faite, une des préparations très importantes en biodynamie, tu prends de la bouse de vache et tu la mets dans une corne de vache et tu l'enterres 6 mois sous terre. Ça m'a paru un peu ridicule, okay. Mais je l'ai fait. Okay. Je l'ai fait. S'il vous plaît, vas-y, oui. Ça será difícil après. Bueno, él por allí le llegó un libro de Steiner, de Rudolf, y
y él pensó de que era un tipo que había muerto sin que nadie lo conozca, no conozca ni nada, y empezó a leerlo y empezó de alguna manera a utilizar ciertas acciones que decían en el libro, como por poner el excremento de la vaca dentro de un cuerno, y a él le parecía ridículo hacer eso al inicio. Voilà. Alors, j'ai rempli une corne de bouse de vache. J'ai aussi rempli un petit pot de terre fermé de bouse de vache. J'ai enterré et au printemps, je l'ai sorti. Je l'ai envoyé le numéro 1 et le numéro 2 à un laboratoire et j'ai dit « Analysez-moi la vie organique ». Et la vie organique, enfin la vie des micro-organismes sur la bouse qui était dans la corne était 70 fois, 7-0, 70 fois plus élevée que celle qui était dans un pot de terre. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'entre un organe animal et une substance, on pouvait avoir des interférences très positives. Ok, él hizo una prueba y puso el estiércol en un cuerno y otro poco de estiércol en otro recipiente y los enterró durante 6 meses. Okay. Luego de que los sacó, mandó a hacer pruebas químicas a los 2 productos y se dieron cuenta de que la vida dentro de ese estiércol, los microorganismos se habían desarrollado 70% más que en el otro recipiente que no era el cuerno. Voilà. Donc là, je me suis dit, il y a des interférences. Et la biodynamie, elle est faite de ces interférences. Un exemple, alors ça paraît au début ridicule, mais on prend de la camomille, la fleur, la camomille, et on la passe dans un intestin de vache. Tu fais des saucisses avec de la camomille dans un intestin de vache. Et tu enterres ça sous terre. Et après, avec des petites quantités, tu dynamises, tu passes ça sur les sols. Mais ça, c'est une préparation extraordinaire. La vache, c'est le plus long des intestins. Ça a des qualités digestives extraordinaires. Et la camomille, si tu demandes à un herboriste, l'herboriste va te dire « Mais monsieur, la camomille, c'est le remède des problèmes de l'intestin. » Donc, tu as une interférence entre l'organe animal et une plante spécifique. Les préparations en biodynamie ne sont faites que comme ça. Et ça, après, il y a différentes manières pour les mettre sur le sol, pour les mettre sur un compost. Mais peu à peu, j'ai fait ça et peu à peu, j'ai vu le comportement de la vigne totalement changer. Une question avant de continuer. Combien de temps est-ce que tu traduises ça, faut que tu traduises. Non, mais c'est juste pour traduire parce que je n'ai pas bien compris. Ok. Vous mettez à l'intestin, combien de temps ça reste là? Tu prends un intestin de vache, la vache vient d'être tuée. Tu vides l'intestin, oui, tu mets dedans des camomilles, de la fleur de camomille. Combien de temps? Tu la mets dans l'intestin, tu fais une saucisse, hein, et puis tu la mets sous terre pendant 6 mois. 6 mois, ok, oui, c'est ça. Et après, tu retires et tu as une substance un peu comme du compost. Mais ces substances ont une action très spécifique sur le sol et sur la vie du sol. Ok, bueno. Lo que dice Nicolás es que él también hace esta preparación, usa la camomilla, la manzanilla, la mete dentro del intestino de una vaca y lo que hace es enterrarla también por más o menos 6 meses y luego obtiene esta sustancia que también es como estiércol, que la utiliza en diferentes maneras. Al final, es que él va probando o ha ido probando dónde utilizarlas, en qué momento utilizarlas para poder tener resultados positivos. Y alors je veux répondre à la question qui m'a posée. Hein. Donc, il y a plusieurs préparations. Moi, je suis ravi d'en parler pendant plusieurs heures, mais il y a une préparation. Chaque préparation, c'est presque toute une interférence entre un organe animal et une plante très spécifique. Et toutes ces préparations
agissent comme un catalyseur sur le sol ou comme un catalyseur de la photosynthèse. Et donc, après 2-3 ans, tu as un lieu où la vie est beaucoup plus complexe, où la pression des maladies est beaucoup plus petite et où au cellier, quand tu presses le raisin, tu arrives à un jus de raisin équilibré et qui sait comment se comporter jusqu'à la fin pour être du vin. Okay. Él lo que hace es cada preparación de alguna forma la utiliza para de alguna manera entregarle mayor firmeza a la planta. Hablaba hace un rato de que la manzanilla es muy buena para limpiar los intestinos, sanarlos, incluso de las personas, también en los animales. Y obviamente estas preparaciones sirven como catalizadores, ¿no?, en el suelo y en la fotosíntesis para luego tener uvas que él de alguna manera va a comprenderlas y al final van a hacer su proceso de elaboración de manera natural, sin necesidad de estar de alguna manera cambiando ciertas acciones en la bodega. Es por eso que él decía hace un rato de que puede luego irse de vacaciones 6 meses dejando que el vino fermente solo en la barrica. Et ça c'est une expérience que tu développes chaque année. Mais une seconde, mais à l'époque, on était très peu à faire de la biodynamie, donc on était assez seul. Aujourd'hui, si tu fais de la biodynamie, il y a des gens qui ont 5-6 ans d'expérience qui peuvent te faire gagner beaucoup de temps. Mais moi, tout doucement, j'ai appris à voir les vignes changer, à voir le raisin et la fermentation au cellier être très différentes. Et si tu parles à des gens qui pratiquent bien la biodynamie, ils te diront tous la même chose. J'ai eu quelqu'un à Bordeaux qui m'a dit, monsieur, après 2 ans de biodynamie, il m'a dit, monsieur, je retrouve les odeurs dans le cellier que j'avais du temps de mon grand-père. C'est ce que je viens de dire finalement. Él habla un poco de que hay un audio que se cruzó. Bueno, ahora último nos dice de que él habla de que la biodinamia de alguna manera atrae nuevamente las características del viñedo antes que hayan sido trabajados de manera química. Él habla un poco del ejemplo de que un viñatero que empezó a trabajar después de 12 años la biodinamia, recién encontró los olores y las características del viñedo cuando él era niño y su abuelo era el que cultivaba y el que trabajaba el viñedo. Alejandra, disculpame un segundo, sí, escuchemos Nicolás. Hay en la sala 2 enólogos muy importantes, uno es Matías Michelini, que trabaja con todo lo que es biodinamia, no sé Matías si estás por ahí, y después está Roberto González, y me gustaría que también participen con alguna consulta a Nicolás. Roberto González también es el enólogo de la bodega Nieto Cenetiera, no sé si me están escuchando. Ale, mira, yo tenía una pregunta muy sencilla para hacerle. Sí, también aparte, lo que le quería aclarar, aparte de la pregunta que ibas a hacer vos, que me gustaría que ellos también participen con alguna consulta. Mira, como para ir, si podemos avanzar un poco, quería preguntarle a Nicolás, porque ahora la biodinamia y las prácticas biológicas en el viñedo son como más, han empezado, gracias a Dios, a ser un poco más normales, pero ¿qué es lo que pensaban sus vecinos y colegas cuando él empezó a trabajar en la biodinamia? Que la agricultura era totalmente diferente, era mucho más intensiva y el uso de productos químicos en el viñedo era normal y era algo regular. O sea, ¿qué pensaron sus colegas y sus vecinos sobre las prácticas que él empezó a adoptar al principio? Nicolás Ramiro demande qu'est-ce que au moment que vous avez commencé à travailler la biodynamie, c'était peut-être l'unique ou il n'y avait pas beaucoup. Qu'est-ce que pensait votre voisin? Qu'est-ce que disait de vous? Tout le monde disait qu'on était des fous, on était classés comme une secte,
Et puis, ça pendant 5 ans. Après, j'ai la Louise Leroy, qui était la Romanée Conti, qui est venue à la maison et qui a commencé la biodynamie. Après, il y a eu Anne-Claude Leflèvre, qui était très connue en Bourgogne. Et peu à peu, on n'était plus des fous et on était des héros. mais ce qui manque, tous les gens, les œnologues qui s'occupent du vin, ce sont tous des gens qui cherchent. Ce qui manque, c'est un enseignement pour faire comprendre le monde subtil qui passe d'un bourgeon au printemps à un raisin à l'automne. Si la nature qui transforme le bourgeon en raisin peut totalement s'exprimer au cellier, il n'y a presque plus rien à faire. Si par contre, tu déranges la nature avec des produits chimiques ou trop de rendement ou des mauvaises sélections de cépages, alors là, l'énologue est devant un malade qui est presque mort, il doit tout faire. Et c'est ça qu'il faut bien expliquer pour que chacun ait le choix, tu vois. Souvent, c'est un manque d'enseignement. Et plus on va aller dans la compréhension de ce système qui donne vie à la terre, plus on va voir que l'agriculture est quasiment gratuite. Il suffit de se lier à ce système, de le laisser s'exprimer. Et là, tout se passe bien. Bueno, él dice que en ese momento lo tildaban de loco, empezaron a unirse a él algunos otros viñateros como Lefebvre, como la Romanée Conti, y eran como una secta en ese momento. Obviamente estaban vetados, entre comillas. Y bueno, al final lo que cuenta es definitivamente eso, ¿no? De que lo que tienen que hacer es tratar de dejar expresar la uva dependiendo del lugar donde está plantada y llevarlo al viñedo. No hay mucho que hacer en realidad. Si es que realmente comprenden bien y conocen bien sus viñedos y los trabajan de manera natural, definitivamente van a tener al final poco que hacer en la bodega, ¿no? Cuando no pasa eso, igual, repite, los etnólogos definitivamente tienen que tomar mucha acción en el proceso de elaboración y no pueden descuidar nada porque tienen definitivamente también una materia prima, en este caso la uva, que es muy débil, ¿no? Et voilà. Et là, il faut ajouter un point qui est commercial. Aujourd'hui, sur la terre, des bons vins, il n'y a pas de problème, mais des bons vins issus d'énologie, il y en a beaucoup et ils sont difficiles à vendre. Par contre, un vin qui exprime bien un lieu, là, le marché est en pleine hausse. Donc, moi, j'insiste pour dire aux producteurs, essayez d'exprimer votre lieu, essayez de comprendre comment exprimer votre lieu pour que l'énologie soit juste une sécurité, mais ne soit pas une usine pour fabriquer des goûts. Ok, bueno, él dice que existen los dos vinos, ¿no? El vino que expresa el lugar, que obviamente es el vino que él hace, y después el vino convencional, que también puede ser rico, pero no necesariamente te va a expresar un lugar, solamente te va a expresar un sabor, ¿no? Que cada día hay demasiado de este tipo de vino y siempre la competencia los hace más difícil de vender, a diferencia de los que trabajan, obviamente, vinos que expresan lugar. Entonces, es importante justamente comprender eso, ¿no? Et voilà. Bon, Ramiro, ¿otra pregunta? O Juanca, para ir, yo creo que a las preguntas de todos los asistentes. No, discúlpame, Sugar, me gustaría que los chicos, no sé si ellos tienen alguna pregunta más, que Sí. le demos paso a Matías y a Roberto, por favor. De mi Juan parte o no. Ramiro, ¿tienen alguna consulta más? No. ¿Todo bien? Juan. No, yo no, pero si está Matías, yo no lo veo a Matías porque hay muchas pantallas, pero si está Matías, ahí lo veo a Acá Matías. estoy. Ahí está, vamos. Ah, estás Mati, porque estás, si no te vemos, Acá estoy. porque hay mucha gente. ¿Estás ahí? ¿Estás con el micrófono? Sí, yo lo veo ahí. Acá estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha.
Mi pregunta, Nicolás... Espera que... Sí, Mati, perdóname un segundo que te presento porque, no sé, Joubert es un sommelier y comercializador de vinos que vive en Perú. Él estuvo mucho tiempo viviendo en Francia. Yo no sé si conoces los vinos de Michelini, como para que le expliques ahora Sí, a sí, Nicolás sí, Joly. conozco, he probado algunos ¿Conoces de... los vinos de Sí, los claro, chicos? claro, conozco. Perfecto. Para que le hagas una introducción a Nicolás de lo que hace Matías acá con respecto a todo lo que es también la biodinamia, ¿no? Sí, puedo Y explicar algo. ahí, Mati, ya te damos paso a la Monsieur Nicolas, on parlait tout à l'heure de l'élément argentin et on parlait des producteurs qui travaillent en bio, en organique, en bio et en biodynamique. C'est Mathias Michelini, un producteur argentin qui est vraiment connu. Et elle essaye de faire tout le temps l'expression terroir comme vous. Il va vous faire en question. Oui, Mathias, bien sûr. Mathias. Sí, bueno, primero que nada agradecer a Nicolás por su charla, por su tiempo. Para todos nosotros es un gran placer y poder escucharlo y tener esta oportunidad. Mi pregunta es si Nicolás podría decirnos y contarnos en porcentaje, si puede, qué tan importante es su carácter, su pasión y su amor por la viña a la expresión del vino que hace. ¿Cuánto se parece su carácter y su pasión y su amor por el viñedo al vino que hace? Y me gustaría que cuente él cómo es esa relación que tiene él con su viña y con su vino. Nicolás, la question c'est qu'est-ce qu'il y a dedans de ce vin-là, de la coulée Syrah, de vous? Tu goûtes le vieux clos ou la coulée de Syrah? Non, vieux clos, ça c'est vieux clos. mais pour dire quelque chose, ça c'est vieux clos. Écoute, il faudrait du temps. Moi, je vais vous dire, si vous voulez venir à la maison, je vous fais un séminaire pendant une journée où vous apprendrez beaucoup plus parce qu'il faut commencer avec des images, etc. Mais je réponds à la question. Une chose très importante, c'est l'être humain. Nous sommes des êtres humains. L'être humain est deux règnes au-dessus du règne végétal. Il y a végétal, animal, humain, et ça continue. Hein. Bon, quand un être humain se lie, se relie à ses vignes, pas seulement avec la tête, mais avec les forces du cœur, ce que tu fais marchera 2 fois mieux que si tu le fais juste en disant « mon patron m'ennuie, je veux aller voir un match de football ». Tu vois ce que je veux dire? Donc, le lien d'un être humain au lieu est très important. C'est ce qu'on appelle en anglais « green thumb » ou ce qu'on appelle en français la main verte. Ça, c'est un facteur. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs comme celui-là. Hein. Ok. Ça veut dire que ce vin-là a quelque chose de vous. Ça, oui, sûr. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Bueno, oui. La respuesta es simple. Lo que dice él es que el ser humano es un vínculo importante y el ser humano tiene que integrarse al viñedo, no solamente mentalmente, sino corporalmente. Él dice que un viñatero que quiere su viñedo no lo va a abandonar y va a yo lo voy a explicar así, pero va a tercerizar el cuidado de él con personas que no lo conocen. Entonces, la idea es que justamente ese viñatero se integre y que su vino sí definitivamente tiene parte de él. Alors, attends, on va faire quelque chose pour clarifier. Okay. On va commencer à partir du mois de mars et on va terminer au mois de septembre. Au mois de mars, qu'est-ce que je fais? Au mois de mars, il faut stimuler le sol parce qu'il faut que la vigne pousse. Là, on va faire le produit qu'on appelle le 500, qui est la bouse qui est passée dans une corne de vache et qu'on envoie sur les vignes. 1 ou 2 mois plus tard, tu vas faire le 501.
c'est du quartz qui est passé dans une corne de vache, tu dynamises et tu passes au-dessus des vignes. Ça renforce énormément la photosynthèse et ça élimine beaucoup de maladies. Après, par exemple, au moment de la floraison, quand la vigne fleurit, c'est une nouvelle étape. Attends, traduis d'abord ça et je vais continuer. Hein. Ok. Bueno, él va a explicar cómo hace desde marzo, ¿no? Él va a estimular el suelo usando la preparación 500, que es básicamente lo que hablaba hace un rato de poner estiércol en el cuerno de vaca. Y luego, más adelante va a usar otra preparación que se llama 501, que es una preparación que refuerza la fotosíntesis especialmente. Après, tu dois toujours te dire comment aider la vigne dans le travail qu'elle fait, mais pas l'aider seulement matériellement, l'aider aussi énergétiquement. Après, ta vigne fleurit. Qu'est-ce qui se passe quand la vigne fleurit? Quand la vigne fleurit, c'est un lien aux forces de lumière. Moi, ce que je fais toujours, c'est une préparation avec de l'arnica, qui est une plante extraordinaire, et je la passe sur les vignes à ce moment-là. Traduit, je vais continuer. Hein. Mais comment est-ce que tu mets l'arnica pour comprendre bien? L'arnica, moi je fais un alcoolat d'arnica, je prends des fleurs d'arnica, je les mets dans l'alcool, je les garde dans l'alcool. Après, je mets ça dans mon dynamiseur, je dynamise et j'asperge les vignes avec ça. Ok. Bueno, luego lo que utiliza es darle un poco de ayuda energética, entonces hace una preparación de árnica, que es una flor que la mezcla con alcohol, supongo que alcohol vínico, y luego la dinamiza. ¿Qué hace la dinamización? Es hacer girar contra el reloj, ¿no? El producto para que se integre y después pulveriza sobre las plantas. Après, quand tu arrives au mois, alors, toujours 2 ou 3 tisanes d'ortie. L'ortie est une plante qui est un stimulant considérable pour la vigne. Il faut toujours chercher quelle plante, à quel moment pour la vigne. Et les tisanes d'ortie, ça te permet de réduire tes doses de cuivre et de soufre, tu les divises par 2. Donc, toujours les tisanes d'ortie, si c'est trop sec chez toi, mais que ça soit trop sec, il n'y a pas d'assez d'eau, tu fais 2 ou 3 tisanes d'ortie sur 6 semaines et tu ne vois plus le problème de manque d'eau. Tu vois, il faut toujours chercher comment remédier aux déficiences du climat au travers des plantes ou au travers du monde animal. Bueno, él utiliza la ortiga también, que es un estimulante. Entonces, lo que hace es ayuda a reducir también el contenido de cobre y de azufre en la planta, ¿no? Y recuerden que él utilizaba estos productos de manera mesurada, entonces ayuda de alguna manera a reducirlo. Après, il y a un traitement, ce n'est pas directement la biodynamie, mais ça en fait partie. Goûte un raisin 1 mois avant vendange. C'est nul! 1 mois avant vendange, tu ne peux même pas l'avaler, c'est mauvais. Alors, qu'est-ce que tu fais pour aider la vigne à faire du goût? Moi, je prends le fruit de la rose sauvage, ça s'appelle le cinérodon. Je prends un peu de miel, 50 à 100 grammes de miel par hectare. Je prends la propolis. La propolis, c'est un anti-pourriture très important. Je prends probablement d'autres choses encore que j'oublie. Tout ça, je dynamise et je passe sur les vignes 1 mois avant vendange. Et tu verras que la vigne, elle attrape plus la valériane. C'est celui que j'oublie qui est important, qui est un traitement en biodynamie. Ces 4 produits vont aider la vigne à attraper ce qu'on appelle le goût. La vigne, elle doit attraper du goût en 4 semaines. 4 semaines avant vendange, le vin, il a goût de rien. Au moment de la vendange, le vin doit avoir du goût. On peut aider une vigne à attraper du goût. C'est très important de comprendre ça. Tu vois, traduis ça, je vais continuer après. Dice de que si probamos la uva un mes antes de la vendimia, no sabe mucho, casi a nada. Entonces, lo que él hace es una preparación que tiene propolis, que en realidad si alguien sabe lo que es, yo la verdad es que no lo he escuchado antes.
miel y valeriana y algún otro producto que los dinamiza y lo echa sobre la planta, ¿no? Cuando ya está con el racimo, obviamente. Y luego eso, él dice que hace que ayude a atrapar el gusto que al final de la vendimia debería tener la uva. Je prends un exemple, il faut toujours parler avec des exemples. Le matin, tu vas au bureau, tu es un peu endormi, tu passes près d'un boulanger qui fait cuire du pain, tu as envie d'aller manger un croissant. Eh bien, tu peux avoir la même approche pour la vigne en mettant des plantes très spécifiques au moment où elle doit faire du goût. Donc, il faut toujours rechercher la synergie entre des plantes très spécifiques et le travail que fait la vigne au moment où tu vas passer ces plantes sur elle. Hace un ejemplo de que cuando uno se levanta en la mañana, pasa por una panadería y obviamente siente el olor del pan y le da ganas de irse a comprar o a comer un croissant, ¿no? Justamente también la viña, en el momento que empieza de alguna manera a hacer su desarrollo, no la viña, sino el racimo, la uva, en ese momento necesita esos olores para que desarrolle justamente ese gusto, para que luego al final se transporte en la misma uva. Donc, c'est le travail du biodynamiste, ça va être de comprendre, de se lier à sa vigne, de comprendre le problème qu'elle peut avoir, trop chaud, trop sec, trop froid. S'il fait trop froid, qu'est-ce que tu fais? S'il fait trop froid, tu prends la préparation valériane, qui a une très haute concentration en phosphore, tu la dynamises et tu passes sur les vignes. Ça fait aussi un petit antigel. Tu vois, il faut comprendre les plantes, il faut comprendre les animaux, il faut comprendre comment on peut s'en servir pour la vigne. C'est ça qui est important. Definitivamente integrarse con el viñedo no solamente significa integrarse con la planta, sino también con los animales y con el entorno. Si hace mucho frío, para ayudar a la planta, él utiliza la valeriana, hace una dinamización y la valeriana le da calidez un poco a la planta. O sea, la idea es al final que acciones en relación un poco al conocimiento de tu entorno, no te integres como persona. Y creo que eso también explica un poco la pregunta de Matías cuando decía qué cosa tiene de ti tu vino, ¿no? Si estás integrado, supongo que va a tener mucho de ti, y lo deben saber todos los etnólogos que nos están escuchando. Bon? Attends, il y a encore une chose importante. Oui. La vigne, c'est la monoculture. La monoculture, c'est un drame pour la nature. Tu vois, si je te sers tous les jours ton plat préféré, au bout de 15 jours, tu vas me dire « j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus ». Donc, comment tu luttes contre la monoculture? Ça, c'est très important. Alors, en faisant passer, par exemple, des moutons ou des chèvres dans les vignes après la vendange, en recréant un paysage autour de tes vignes. Tu vois, il faut recréer une diversité végétale, en laissant un hectare ou un demi-hectare au milieu des vignes où tu vas mettre un cheval. Tu vois, à chaque fois que tu amènes sur ton lieu un animal différent, c'est comme si tu rajoutes une corde à un instrument de musique, et la musique est plus profonde. Ok. La viticultura es monocultura. Sí, es monocultura y hace la comparación. Llega a aburrirse. Entonces, la idea de lo que hace él después de la vendimia es justamente empezar a rehacer la naturaleza de su viñedo, y para ello empieza a meter dentro de los viñedos diferentes tipos de animales para que de alguna manera empiece nuevamente de su espacio, ¿no? Donc, si on veut terminer, moins tu comprends l'environnement de la vigne et le subtil autour de la vigne, plus tu vas devoir au cellier tout contrôler. Plus tu vas aller vers lier ta vigne aux forces qui lui donnent vie, les forces du printemps, les forces de l'été, les forces de l'automne, c'est des forces très différentes, moins tu auras de surveillance au cellier. Cuanto más comprendes tu viñedo,
más vas a comprender tus uvas y menos vas a tener que hacer en la bodega. Hay que tratar de comprender y sentir toda esa energía que te puede dar tu planta y al final se va de alguna manera materializar en el vino. Bon? Alors, à la maison, tu vois, les fermentations à la maison, elles durent 6 à 9 mois. C'est pas 3 semaines, hein? Mais je n'interfère pas. J'ai pas entendu, excuse-moi, j'ai pas entendu. La fermentation. La fermentation, chez nous, ça dure entre 6 mois et 9 mois. La fermentation malolactique se fait ou ne se fait pas. C'est pas moi qui vais décider. Et tout ça se régule. Et après, tu aboutis à un vin qui, chaque année, est différent. Moi, j'ai fait le choix de vendanger assez tard, un peu comme si je voulais faire un sauterne sec. Donc, j'ai des vins beaucoup plus colorés, mais tu ne peux faire ça que si il y a de la vie sur ton vignoble. Ok. Bueno, él habla de que, en primer lugar, él vendía si fuera de vendimia triando, ¿no? No solamente en una sola vendimia. Y luego la fermentación en la bodega se da sola y puede durar más de 6 meses. Y la fermentación maloláctica se da espontáneamente si se da y si no, no se da. Él no hace nada. Él deja que el proceso sea espontáneo y no toca nada. Bueno, bon. Je pense qu'on commence avec les questionnaires. Comenzamos con las preguntas. Sí, falta, discúlpame, Schubert, falta Roberto González, ¿sí? Ah, perdón. Ya estamos. Ok, bueno. Il parle français, así que para problema. Ok, bueno. Vous pouvez parler français, Roberto. Oui, c'est vrai. Merci, Nicolas. Demandé des questions, comparé, a ver, traducirlo por las dudas. Que él piensa es un concepto que nace del pequeño productor y hoy es un concepto que en general lo están haciendo las grandes compañías de vino, que producen vino, la biodinámica y lo orgánico. ¿Cuál es su pensar? De los pequeños y los grandes, la comparación. Nicolas. C'est une bonne question. Oui, qu'est-ce que tu penses? Oui, tu as bien compris, hein? Tu as bien compris. J'ai compris. Écoute, au Moyen-Âge, en France, on disait un homme s'exprime bien sur 5 hectares. Oui. C'est un concept qui est vrai. Est-ce que quand tu hérites, par exemple, d'une grande entreprise avec 200 hectares, tu peux quand même faire la biodynamie, tu peux quand même avoir des bons résultats, mais tu n'auras pas l'expression d'une personne. Donc, c'est une très bonne question. On peut aller dans ce sens quand l'entreprise est grande, c'est plus facile quand l'entreprise est petite parce que, tu vois, moi j'avais 16 hectares de vignes. La coulée de Séran, c'est 7 hectares et le Savonnière, j'avais 8 hectares. Eh bien, j'en ai vendu un. Je ne peux pas, ici, on est 4 dans les vignes, je ne peux pas faire plus que 15 hectares. C'est trop. Et au-delà de 15 hectares, je ne suis plus là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même une limite qualitative avec la taille. Oui, sûrement. Sûrement. Oui. Mais je veux décourager personne. Oui, c'est vrai. Bueno, ¿lo traduces tú, por favor? Para... Sí, bueno, puntualmente es lo que puede manejar una persona y él se siente más cómodo con las pequeñas producciones en general. Cuando va más grande se despersonaliza, ese es el resumen. Exacto. Perfecto. Alejandra, pasamos con las preguntas.
Alejandra Nepala. Bon, Nicolas, on va attendre un moment pour répondre aux questions. Et je pense que... Tu vois, l'éducation agricole que l'on reçoit n'est pas fausse, mais elle est incomplète. Il faudrait d'une part donner les explications matérielles et d'autre part donner des explications moins matérielles, mais qui sont aussi très positives et très actives. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Mais tu sais, tous mes droits d'auteur, je les ai donnés. Donc, le livre que j'ai écrit, le premier livre, Le vin du ciel à la terre, il est disponible en espagnol. Et voilà. Mais ça, si vous voulez, s'il est épuisé, vous pouvez le traduire, le garder pour vous. Moi, je ne demande rien. Mais tu vois, il faut plus de temps pour aider les gens jeunes à comprendre comment on peut lier des vignes aux forces qui donnent vie au lieu. C'est ça la clé. El libro lo pueden encontrar en español también. Y él dice de que aquí él quiere ayudar a la gente joven que empieza a la biodinamia a encontrar la manera de enlazarse al lugar específico. Es importante hacer esa sinergia, es importante para él. Alejandra, te preguntaba, ¿hay preguntas? Sí, perdón. ¿Comenzamos las preguntas? Sí, sí, por favor, Tomás va a estar traduciendo, lo que sí, Jover, si vos lo podés ayudar con algunas terminologías que son muy propias de lo que es la biodinamia, ¿sí? Ya. Tomás, ¿tendrás la primera pregunta? Sí. Nicolás, on va faire des questions. ¿Estás ahí, Tomás? S'il vous plaît. No. Perdón. Oui, bonsoir à tous. Je pense que c'est mieux que vous pouvez traduire parce que vous donnez une explication un peu mieux que moi parce que je ne sais beaucoup parler. Donnez-moi s'il te plaît la question en espagnol. Oui, il n'y a pas de problème, je traduis. Je saurais dire, le changement climatique a donné un effet négatif ou positif par les producteurs qui utilisent la biodynamie? Ça, c'est aussi une très bonne question, hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure rapidement, je le répète parce que c'est important. Pour moi, le changement climatique est très peu lié au CO2, il est beaucoup plus lié aux pollutions hertziennes qui font un barrage entre le monde du Soleil et la Terre. Ça, pour moi, c'est très important. Deuxièmement, par la biodynamie, aujourd'hui, je ne sais pas pour combien de temps, on arrive encore à compenser la faiblesse de vie qui s'exprime sur la Terre. Et troisièmement, le changement climatique est un problème. Moi, je vois, on va vendanger dans 10 jours. Toutes nos vendanges jusqu'aux années 90 étaient entre le 5 et le 10 octobre. Donc, on vendange maintenant un mois avant. C'est pas normal. Jamais on avait de gel ici. On avait le gel une fois tous les 30 ans. Maintenant, on a le gel une fois tous les 3 ans. Il y a des périodes de sécheresse très longues qu'on n'avait jamais avant. Donc, oui, la biodynamie est une aide certaine pour le changement climatique. Pour combien de temps, je suis incapable de le dire. Incapable de le dire. Ok, bueno, respondiendo a la pregunta, lo que dice es que sí, la polución o la contaminación ha creado una barrera entre el cielo y la tierra y eso evita justamente que las ondas pasen muy fácilmente. Bueno, y da como ejemplos algo como la vendimia.
en los años 90, él vendimiaba en octubre, o iniciando octubre, y en los últimos años él ha comenzado a vendimiar un mes antes, o sea, empezando septiembre. Otra cosa que es importante, que antes no había heladas, y ahora hay o sea, cada 3 años hay una helada, lo que antes no pasaba casi nunca, cada 30 años de repente. Y después también los tiempos de sequía, que se han empezado a dar muy seguido. Entonces, definitivamente sí afecta mucho con respecto a la vitivinicultura. Mais tu vois, il va falloir de plus en plus comprendre la vie. Quelle plante parce qu'il fait trop chaud, quelle plante parce que c'est trop sec, quelle plante parce que c'est trop froid. C'est seulement avec cette approche qu'on va pouvoir résister plus longtemps au changement climatique. Okay. Dice que hay que saber qué planta, ¿no? O sea, en este caso las plantas que dinamiza ayudan si es que hay sequías, si es que hay heladas, o qué plantas se utilizan si hay alguna carencia. La idea es justamente comprender y actuar en el momento indicado en la viticultura y usar la planta adecuada, y supongo que eso solo se da si conoces bien el comportamiento de tus viñedos. Otra pregunta. Alejandro a demandé, ¿l'utilisation de la température est acceptable comme une alternative à l'utilisation des produits chimiques? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que tu veux dire par l'utilisation des températures? Oui, elle a demandé que si l'utilisation de la température est acceptable comme alternative à l'utilisation des produits chimiques. Sous quelle forme l'utilisation des températures? Je pense que c'est la régulation électronique de la température. Oui. Non. Alors là, ça c'est une expérience que j'ai qui est très intéressante. Il y a 3 semaines, je faisais une même conférence avec un cancérologue très connu en France qui s'appelle le professeur Joyeux. Je lui disais, pour moi, la fermentation, c'est une fièvre. Une fièvre, c'est un excès de chaleur. Conserver une température en ligne droite, pour moi, c'est une énorme erreur. Et il me dit, on a reçu une étude sur des gens qui ont la poliomyélite. Quand on leur laisse faire leur fièvre, la fièvre, c'est une température, ils arrivent beaucoup plus à guérir le problème que quand on interdit la fièvre. La conclusion, pour moi, il faut si le raisin est issu de la vie, il ne faut pas réguler les températures. Moi, j'ai eu des vins qui montaient à 24, 25, 26 degrés pendant 1 jour, 2 jours, et après ça, ça baisse. La fermentation, c'est une fièvre, il faut bien retenir ça. La fermentation est une fièvre, et il faut laisser la fièvre se faire. Maintenant, si le raisin n'est pas équilibré à cause d'une agriculture qui a utilisé de la chimie, ce que je viens de dire, il ne faut surtout pas le suivre et il faut totalement réguler la température. Ok, lo que explica él es que la fermentación es como una fiebre en la persona. Entonces, en este caso, si está bien regulada, está equilibrada la uva, hay que dejar que la fermentación, que la subida de temperatura se dé naturalmente, y la misma uva va a regularse y después va a bajar la temperatura. Obviamente, si tenemos uvas que no están equilibradas, digámoslo así, cuando empieza a subir la fermentación, la temperatura de fermentación, obviamente hay que controlarla porque al final sola no se va a poder controlar. C'est tous ces détails qui permettent d'aboutir à plus d'originalité dans un vin. Et je vais vous dire, si vous voulez être sûr, faites le test suivant. C'est un test très important. Prenez un demi-verre de vin chaque jour pendant 15 jours. Plus la bouteille se vide, plus l'oxydation arrive. Si votre vin a reçu la vie,
il va s'améliorer 10 à 15 jours. Si votre vin n'a pas reçu la vie, en 2-3 jours, il se détériore. Mais ça, c'est vraiment la différence de ce qu'on peut obtenir par une bonne agriculture. Donc plus on va réguler, moins le vin va garder son originalité et va garder ses forces de vie. Et je pense que ça affecte aussi ses capacités de vieillissement. Él nos dice que hagamos una prueba, descorchemos un vino y tomemos una copa durante 15 días. Y él dice que obviamente ya está descorchada y va a llegar el oxígeno, ¿no? Y cada día se va a empezar a oxigenar más o a oxidar. Si es que el vino que lo hemos elaborado está con mucha, digamos, intervención de la mano del hombre, con regulaciones y cosas como esta, obviamente ese vino se va a oxidar mucho más rápido. Si es que no, obviamente cada día que pase, hasta los 15 días, el vino va a luchar contra el oxígeno, o sea, va a seguir viviendo y va a seguir evolucionando, ¿no? Es la manera de comprobar de que el vino es un vino, digamos, de calidad, trabajadas con uvas de calidad. Là, le vieux clos que tu as dans la main, rebouche la bouteille, même s'il manque la moitié du vin, tu vas le retrouver dans 8-10 jours, il sera bien meilleur, sans frigidaire, sans rien. Tu vois, c'est ça, faire descendre la vie dans le vin. Él me dice de que el Vieux Clos que tengo en la copa, que tape la botella, aunque es difícil cuando ya se ha abierto una. Los que tomamos vino, vamos por la segunda copa. Y me dice que lo tape y luego de días lo vuelva a descorchar y que realmente va a estar mejor. Bueno, esta parte es cierto, porque yo cuando estaba en la bodega de Nicolás, hemos probado vinos que tenían más de una semana y no necesitan ni siquiera refrigerador. Lo tomas a temperatura ambiente, en un ambiente de 18 grados, un vino blanco realmente se muestra tal cual, ¿no? Tiene estos perfiles bastante positivos. Otra pregunta. Tomás, por favor. Bien. Quelles sont les maladies plus courantes dans sa vigne, Nicolas? Je n'ai pas compris la question. ¿Qué son maladies plus courantes? Les maladies. Chez toi. Alors, il y a toujours un peu l'oïdium, un peu le mildiou, pas beaucoup. Enfin, il y a des années où c'est terrible, mais ça, avec le soufre, le cuivre, on utilise très peu. Un traitement de cuivre, on utilise 200 grammes de cuivre, donc 1 kg de bouillie bordelaise par hectare. Donc, peu. On avait beaucoup d'esca. L'esca, cette maladie qui asphyxie, qui tue la vigne. On en a beaucoup, beaucoup moins. J'avais les araignées rouges, ça a totalement disparu. Je n'ai pas vraiment d'autres maladies. Non, je n'ai pas d'autres maladies. Non. Mais quand je regarde, il y a 30 ans, la pression des maladies était beaucoup plus forte que maintenant. Hein. Ok, solamente tiene oidium y mildium que con azufre y cobre en cantidades muy, muy reducidas puede controlar. Y algunas otras enfermedades han desaparecido en su viñedo. Il y a un truc intéressant. Tu vois quelque chose contre l'oïdium et contre le mildiou, ce qui marche très bien, c'est le lait. Tu mets 7-8 litres de lait hectare non pasteurisé, il ne faut pas qu'il soit pasteurisé, hein. Tu le mélanges à l'eau et tu le passes sur les vignes, c'est un excellent anti-oïdium et un excellent anti-mildiou. J'ai utilisé les algues. J'allais chercher des algues au bord de la mer, tu sais, le goémon, celui qu'on te sert avec les huîtres. Tu le coupes en petits morceaux de 10 cm. Le lendemain matin, il y a des colloïdes qui sont extrêmement actifs contre les maladies. Ok, él utiliza también la leche. Dice que leche no pasteurizada, 8 litros por hectárea, y las pulveriza para el oidio y el mildium, es bastante bueno. Y después está utilizando algas también, ¿no? Oui, il y a d'autres choses. Hein. Qu'est-ce que j'utilise maintenant, j'ai arrêté. Le lait, je l'ai beaucoup utilisé, ça marche bien, mais ça fait un peu mal au cœur d'aller chercher
80 litres de bon lait pour le mettre sur tes vignes. Le lait est aussi un excellent anti-soleil. Ça protège des brûlures du soleil extrêmement bien. Extrêmement bien. ¿Le lait? Le lait, oui. Okay. C'est un anti-brûlure très intéressant. Protege del exceso de sol, de rayos solares también la leche. Ok. ¿Una otra pregunta, Tomás? Ok. Comment a été la décision de refuser l'offre d'emploi formidable? Redis-moi la question. ¿Cómo es, excusez-moi. ¿Cómo es que vous avez laissé son ancien boulot? Comment j'ai laissé quoi? Ton ancien boulot ouais. Est arrivé à la vigne, pour arriver à la vigne. Ah. La señal no está buena. Ah, écoute, ça c'est le destin. Je ne pouvais plus continuer dans la banque. On était admirablement payés. J'en ai honte. Estaba muy bien pagado en el banco. Y estaba cansado. Mais je dis toujours, mes derniers mois, j'étais chez Morgan Guaranty à New York et à Londres, hein, mes derniers mois, je prenais à faire du fromage de chèvre à l'heure du déjeuner. Je ne pouvais plus, c'est le destin, hein, c'est comme ça. Hein. Es el destino, estuvo cansado y bueno, comenzó haciendo queso de cabra después que se fue del banco que trabajaba en Nueva York. ¿Alguna otra pregunta? Oui. Vous utilisez seulement Sarment pour assurer la continuité de votre production? Oui, oui. Je prends toujours mes propres bois. C'est très important parce que si vous prenez vos bois, vous capitalisez, vous accentuez le travail passé qui a été fait. L'autre plan très important, c'est le bon choix du porte-greffe. Aujourd'hui, les gens prennent des porte-greffes qui sont trop latéraux. Il faut prendre des porte-greffes. C'est vrai, la vigne, c'est Dionysos. Dionysos, c'est les forces sous la terre. Il faut prendre des porte-greffes qui descendent d'une manière très verticale. Okay. Bueno, él utiliza su propia sarmientos para reproducir su viña y son sarmientos que obviamente ya tienen historia en él. Y si se usa otro, tiene que ser bastante vertical. Voilà. Le rupestris du Lot est un cépage qui descend droit. Ici, j'ai des schistes. Il n'y a pas de terre ici. Il y a des schistes. Les schistes, c'est de l'ardoise. Hein. Eh bien, la vigne met très longtemps à faire passer ses racines dans le schiste. Mais j'ai des vignes qui ont 50, 60 ans. Et quand les racines sont dans le schiste, la sécheresse, c'est pas grave. L'excès d'eau, c'est pas grave. La chaleur, c'est pas grave. Mais ça prend 20 ans pour que les vignes enfoncent ses racines dans le schiste. Ok, el suelo de él es esquisto y es un suelo duro. Toma mucho tiempo que las raíces profundicen, pero cuando profundizan, ningún problema natural que tenga le va a afectar. Tomás, otra pregunta, por favor. Bien. Nicolas, quel est le rôle des abeilles et des fourmis dans la vigne? Les abeilles, tu vois, tous les jours, je passe 1 heure près de mes ruches pour lutter contre le frelon asiatique qui les fait crever. Les abeilles, c'est dans le subtil. L'abeille, c'est le lien au soleil pour les insectes. Donc, avoir on va dire, la pollinisation, mais oui, peut-être, mais c'est plus que la pollinisation. L'abeille, c'est un insecte très en avance qui joue un rôle sur ton domaine. Il faut comprendre qu'en biodynamie, le vignoble doit être un organisme. Et dans cet organisme, il y a la diversité des plantes, la diversité animale, la diversité des insectes, la diversité du paysage. C'est de tout ça que la photosynthèse se nourrit
pour fabriquer un raisin. C'est très important, hein. Donc l'abeille, pour moi, elle est capitale. Je peux pas te dire ce qu'elle fait, mais je peux te dire qu'elle est capitale. La abeja es muy importante como todo el entorno, todos los micro y los organismos vivientes, ¿no? Es súper importante en su viñedo. Et tous les composants, hein, tu vois, il y a la Loire, la rivière qui passe en bas, il y a les brouillards qui montent le matin, il y a la diversité des oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux. Ici, il y a les chevreuils qui nous font des dégâts énormes et qui mangent le raisin. Il y a les blaireaux, j'ai énormément d'animaux sauvages qui viennent ici. Tout ça, ça fait partie de l'organisme dont la photosynthèse se nourrit pour faire un raisin. Todo, hasta el río y todos los animales que existen en el lugar hacen parte de la energía que se le otorga para la fotosíntesis. Es importante, ¿no? Cada ser vivo, por más pequeño que sea, es importante dentro de o cerca de su viñedo. Très important, ouais. Merci, Nicolás. Tomás, una última de repente. Ok. La biodynamie est utile pour la récolture intensive? Est-ce que avoir une blessure au pied est utile pour un coureur cycliste? Es que hacerse una herida es necesaria para un ciclista. La biodynamie peut toujours être utile. Moi, je constate, en 40 ans de biodynamie, je constate qu'il y a des gens qui ont décidé de pratiquer la biodynamie plus pour des raisons commerciales que pour des raisons philosophiques. Mais souvent, au bout de 5-6 ans, ces gens sont pris par la subtilité de la biodynamie et deviennent des gens de conscience. Parce que c'est juste l'expérience qui vous change. Quand on voit qu'une tisane va changer quelque chose, quand on voit qu'un animal va changer le comportement de la vigne, on change soi-même. C'est ça qui est intéressant. Sí, bueno, la biodynamie viene siendo utilizada para muchos como un negocio, porque al final, digamos, es un sello que hace vender más, me imagino, es por eso. Pero él dice también que después de 5 o 6 años que alguien, por más que practique la biodinamia de manera muy superficial, se empieza a empapar de esta energía y empieza a tomar conciencia y actuar de otra forma. Cuando ve un poco los cambios que la biodinamia, aunque no la practique al 100%, está haciendo en el viñedo. C'est comme un sport. La biodynamie, c'est comme un sport. Le premier jour où tu fais du ski, tu tombes par terre. Mais après, tu apprécies le ski pour aller partout sur la montagne. Et la biodynamie, c'est pareil. Es como un deporte, ¿no? Al inicio te caes, en el esquí, por ejemplo, dice, te caes, te golpeas, pero poco a poco te vas cayendo menos. Y después ya te gusta tanto que lo practicas y te sientes cómodo. Bueno, Alejandra, ¿estás por allí? Hola, Joubert. Alejandra, se le cortó la conexión. Ya. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Nosotros a despedir. Sí. Nicolás, on va te laisser te reposer. Te vamos a dejar descansar. Nicolás, je vais te remercier, vraiment. Oui, merci à vous tous, merci à vous tous. Permis que ce que tu fais est bon, merci beaucoup. Et bonne chance à vous tous. Mais oui. je vous fais cette proposition un jour. Alors aujourd'hui, c'est difficile de voyager. Venez ici pendant 8 heures. Je vous montre des photos pour vous expliquer la biodynamie. Ça sera beaucoup plus clair. Bueno, Nicolás está haciendo la invitación a todos los asistentes que vayan un día a su bodega y se queden con él un día, 8 horas por lo menos, para que él les explique la biodinamia total. Así que están invitados.
cuando Ok. quieran y puedan, bueno, están allí. Bueno. Listo. Entonces, Excelente. bueno, muchísimas gracias a todos. Un aplauso. Merci, continuez votre vie, continuez, la vie a beaucoup de sens. Bravo. Bon, Nicolas. Bon continuation, bon vendage 2020. Ouais, on va essayer. C'est Oui, fatigant, mais on va essayer. On va le déguster les vins. Bravo, merci. Ok. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Chao a todos. Gracias, gracias, Hubert, gracias, Nicolás. Salut, Gracias. merci. Muy buena tarde, a cuidarse. Chao. Sí, esperamos Chao. otro encuentro en algún momento, Seguro que sí. seguro. Gracias.